Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce programme spécial consacré à l'an 57 de la création de la vaillante armée guinéenne. Vous le savez, en novembre 1958, Feu Ahmed Sékou Touré ordonne au capitaine Noumandian Keïta de créer l'armée guinéenne. Ils seront regroupés des volontaires issus de l'armée coloniale en service dans d'autres colonies françaises comme l'Indochine, le Soudan français, l'Algérie ou encore le Madagascar. Mais cette naissance de l'armée guinéenne se fera dans la douleur. Pour parler de la vaillante et brave armée de la Guinée en ce jour de célébration du 57e anniversaire, je reçois pour vous Maître Abdoul Kabele Camara, ministre guinéen délégué à la défense nationale. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bonne fête à vous. Merci beaucoup et à vous pareillement. Monsieur le ministre, l'armée guinéenne a 57 ans aujourd'hui. Quelle lecture faites-vous de ce long chemin parcouru de sa création à nos jours? Une très bonne lecture. Cette armée a bien évolué en dépit de quelques difficultés enregistrées au cours des années précédentes. Cette armée a donné le meilleur de lui-même au lendemain des indépendances des pays africains et pendant les guerres de libération. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à ces vaillants patriotes qui ont décidé de rejoindre le pays pour constituer l'ossature de cette armée et le noyau. Et ils ont donné le maximum pour que cette armée guinéenne soit consolidée. Ils ont été sur tous les terrains africains dans la lutte pour l'émancipation des peuples d'Afrique sous l'égide du président Ahmed Sékou Touré. Et c'est une constance qui est indiscutable et qui ne peut pas être remise en cause. Et sur toutes les formes de libération, l'armée guinéenne a été citée en exemple. L'armée guinéenne, vous venez de le dire, monsieur le ministre, a été un exemple sur le continent africain, notamment sa participation pour la libération de certains pays ouest-africains. Et monsieur le ministre, vous êtes aujourd'hui à la tête de ce département et vous êtes le manager qui est au cœur de cette grande réforme entreprise par l'État. À ce titre, parlez-nous des nouveaux défis qui attendent l'armée guinéenne. Les nouveaux défis, c'est d'abord la formation. Entre autres défis, l'application de la loi de programmation militaire qui fixe les orientations de la politique de défense nationale, fixe les orientations relatives aux moyens à mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité, également qui fixe les orientations relatives à l'équipement et également en matière de coopération. Et ce sont ces défis qu'il faudra relever. Et autre défi, c'est la prise en compte des nouvelles menaces. Autrefois, c'était les menaces traditionnelles. Et aujourd'hui, il est difficile d'assister à la guerre entre deux pays. Mais aujourd'hui, le terrorisme international a refait surface. Et le djihadisme et tous ces mouvements qui sèment la désolation à travers les pays et les continents, l'extrémisme religieux, et pourquoi pas les catastrophes naturelles. Nous venons de vivre une catastrophe, la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est un défi à relever, puisque c'est une nouvelle menace qui a fait son apparition à laquelle nous n'avons pu faire face facilement. Et donc il a fallu la mobilisation de grands moyens. L'armée doit jouer son rôle dans de telles circonstances. Et quand il y a catastrophe naturelle, quand il y a risque de bactériologique, l'armée doit y faire face. Et ce sont les défis à relever. La sécurisation de la population et du territoire national. Et également les opérations du maintien de la paix dans notre sous-région, la Manoriva, la CEDEAO, l'Union africaine et pourquoi pas dans le système des Nations Unies où actuellement la Guinée a regagné sa place dans le concert des nations puisque nous avons 850 hommes, un contingent, un bataillon qui est déployé au Mali dans le cadre des opérations de maintien de la paix.
Monsieur le ministre, justement, est-ce que cette brave armée guinéenne est prête aujourd'hui à relever tous ces défis qui l'attendent? Le canevas est tracé avec la détermination du monsieur le président de la République. Et les moyens seront mis à la disposition de cette armée. Vous savez, quand on participe aux opérations de maintien de la paix dans le cadre du système des Nations Unies, bien sûr, si c'est un bataillon, ce bataillon est équipé. Et nous passons un mémorandum avec les Nations Unies et il y aura un retour de l'investissement. Ce retour de l'investissement va s'ajouter, n'est-ce pas, va être additionné avec le budget initial et puis le budget qui est prévu dans la loi de programmation militaire pour nous permettre de nous équiper, n'est-ce pas, et étant entendu que la loi de programmation militaire a fixé une échéance de 6 ans jusqu'à 2020 pour que l'armée guinéenne soit une armée resserrée, équipée, bien entraînée et bien formée. Bien dit, monsieur le ministre. Où en sommes-nous exactement avec la réforme de l'armée qui se poursuit? Cette réforme est une œuvre de longue haleine. Elle n'est pas circonscrite dans un temps limité. La réforme est une réforme qui va se poursuivre dans la durée. Mais aujourd'hui, il y a eu une avancée significative. Le comité technique sectoriel défense a élaboré presque tous les cadres juridiques. Il ne reste que quelques cadres réglementaires qui sont en cours d'élaboration et qui vont bientôt être présentés à l'occasion de la réunion sur le plan de pilotage de la réforme au niveau défense. Et nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures à travers le pays pour réaliser effectivement notre objectif de délocalisation des armes lourdes, notre objectif de casernement de tous les militaires. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, un bon nombre de militaires ne se promènent plus avec des armes à la main en ville. Et la vue de ce spectacle désolant a complètement disparu. Et c'est une avancée majeure. Et puis, nous assurons la formation de nos hommes maintenant. L'avancement et la mise à la retraite se poursuivent. Et nous sommes à cheval sur l'application des textes généraux en ce qui concerne les statuts et également de tous les textes réglementaires pour assurer une discipline sans laquelle il n'y aura pas de commandement. Monsieur le ministre, avec cette réforme de genre entreprise, peut-on dire aujourd'hui avec certitude que nous avons de nouveau une armée républicaine, une armée pleinement consciente de son devoir et de sa principale mission régalienne? Nous avançons allègrement vers la construction, la consolidation d'une armée républicaine. N'est-ce pas? Une armée républicaine soumise à l'autorité légalement établie. Aujourd'hui, je peux dire avec certitude que la physionomie a complètement changé. Nous avons une armée qui a accepté de se remettre en cause en acceptant, n'est-ce pas, les accords de Ouagadougou qui demandaient le diagnostic complet des forces armées, des forces de défense et de sécurité en général. Qu'il s'agisse de la police, de la gendarmerie, de la douane, n'est-ce pas, de l'environnement et des forces armées, des militaires, ils ont tous accepté de se remettre en cause. Donc ce diagnostic a été fait, le rapport d'évaluation a été présenté à la communauté internationale, les militaires se sont mis à la tâche pour procéder à une réforme totale de leur système, de leur institution. C'est une volonté affichée de tous les militaires et sous l'égide de M. le Président de la République, chef suprême des armées, qui est toujours en train de nous galvaniser pour aller encore plus loin. Et les partenaires techniques et financiers sont associés à nous dans le cadre de cette réforme pour que nous puissions arriver vraiment à un niveau appréciable. La stratégie nationale d'action prioritaire pour chaque secteur a été développée et globalisée dans une stratégie nationale
Et à l'heure actuelle, grâce aux partenaires techniques et financiers, nous sommes en train d'élaborer la meilleure stratégie pour la mobilisation des ressources afin de mettre en œuvre cette réforme. Et bientôt, le comité d'orientation stratégique, présidé par Monsieur le Président de la République, va convoquer une grande réunion à laquelle participeront les partenaires techniques et financiers pour discuter exactement de la stratégie de la mobilisation des ressources afin de lancer encore cette réforme. Monsieur le ministre, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de suivre cette immersion qui nous conduit au cœur de la gendarmerie nationale, la direction de la justice militaire qui s'ouvre aux citoyens et qui se modernise. Nous sommes là arrêtés à l'escadron de gendarmerie mobile numéro 2 avec ces gendarmes que vous voyez ici avec du matériel conventionnel. Je veux parler du bouclier, je veux parler du cougar, je veux parler des protèges du corps puisqu'on l'a connu en 1968 en France avec l'escadron de gendarmerie mobile où on a vu des gendarmes en veste et cravate. Donc ils ont tellement subi que les autorités de la gendarmerie étaient dans l'obligation de réfléchir pour changer le mode vestimentaire des gendarmes. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le Robocop à la gendarmerie nationale. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la patrouille. Nous sommes à la coordination nationale des escadrons de gendarmerie mobile de la gendarmerie nationale. Voilà comment s'articule la patrouille. La patrouille, c'est une mission régalienne de la gendarmerie nationale qui nous permet de mettre nos hommes sur les zones sensibles. Déjà, Conakry est réparti en 5 communes. Au niveau de la commune de Kaloum, nous avons l'escadron 1 où il y a 4 jeeps. Au niveau de la commune de Matam, on a 5 jeeps. Au niveau de la commune de Dixine, on a aussi 5 jeeps. Puisque la criminalité monte en crescendo, on a la commune de Ratoma où on a 6 jeeps, on a la commune de Matoto où on a encore 6 jeeps, on a pour la commune de Ratoma encore, on a l'escadron de Kobaya où lors de la patrouille, tous les escadrons se donnent rendez-vous avant de faire un nouveau dispatching. Le dispatching c'est quoi? Nous allons débuter la patrouille, on est 18 h. La patrouille qui est là va faire sa mission jusqu'à 20 h. Pour le moment, c'est une mission de dissuasion, c'est une mission d'observation, c'est une heure de pointe. Vous avez vu comment les véhicules sont nombreux sur la route. Ça va leur permettre d'arranger déjà, d'assister la police pour permettre une fluidité aux véhicules qui quittent le service pour la maison. Ils ont une mission d'observation dans la capitale et après ici, ils vont faire ce qu'on appelle rebelote. Le rebelote c'est quoi? C'est la mission qui change. À partir de 20 h, la mission qui a commencé de 18 h à 20 h avait pour mission la fluidité de la circulation, la mission d'observation et la mission de dissuasion. Maintenant, à partir de 20 h, ils vont basculer en mission de patrouille nocturne. Et là, en ce moment, puisque c'est l'heure où les malfrats sévissent le plus, c'est là qu'on va leur remettre les armes pour procéder à la patrouille nocturne. Nous sommes dans la salle qui abrite le service informatique du haut commandement. Ce service a été mis sur pied avec, bien sûr, nos techniciens qui sont chargés de la maintenance de tous les appareillages au niveau du haut commandement de la gendarmerie nationale. Mais en plus, ils sont chargés aussi de la maintenance au niveau du site web de la gendarmerie. Et c'est cette salle qui abrite le site web de la gendarmerie nationale. Vous savez, dans le cadre de la communication,
Aujourd'hui, nous sommes dans la nécessité absolue de communiquer avec la population dont on a la charge de les protéger et leurs biens, pour leur dire ce que nous prétendons faire dans le cadre de leur sécurité, mais aussi ce que la loi nous autorise à faire pour cette population dans le cadre de leur libre circulation. Le service de communication a été créé un moment dans ce cadre, qui est commandé par le chef d'escadron Barry Maman Alpha, qui à travers les ondes de télé et radio fait une très bonne communication. Mais quand nous sommes venus, nous nous sommes dit qu'il était nécessaire, en ce 21e siècle, de mettre sur pied quelque chose de beaucoup plus avancé pour nous permettre de capter un public beaucoup plus large en Guinée, mais aussi au-delà de la Guinée. Donc ce site a été lancé officiellement. Son URL, c'est le www.gendarmeriegn.org. Donc sur ce site, nous postons les informations par rapport aux différentes activités que nous menons dans notre institution. Que ce soit les rentrées pour les stages dans les écoles de gendarmerie de Sonfonia ou de Kalia, que ce soit les clôtures de ces formations ou les coups de filet réalisés par les escadrons de gendarmerie mobile dans le cadre de l'interpellation des bandits de grand chemin, nous les mettons sur ce site. Mais au-delà de cela, nous permettons aussi à nos lecteurs, c'est-à-dire aux internautes, de mieux connaître cette gendarmerie. Nous permettons à la population guinéenne de mieux se rapprocher de cette gendarmerie. En quoi faisant, il y a beaucoup de menus qui sont créés au niveau de ce site web. Le numéro vert a été mis à profit depuis les élections présidentielles de 2010. En 2010, ça fonctionnait à merveille et même en cette élection de 2015, ça continue à fonctionner. Nous recevons à partir du centre des opérations ici, la cellule téléphonie reçoit des appels des citoyens pour permettre cette fois-ci, pas seulement à la gendarmerie, mais à toutes les trois composantes de l'UCEP, c'est-à-dire la police nationale, la protection civile et la gendarmerie, de partir au secours des populations qui appellent. Actuellement, tout le monde a l'Internet au bout du doigt. Mais la nouvelle génération a beaucoup plus de temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux au fait. Donc nous avons créé une page Facebook pour l'institution. La page Facebook, c'est simplement le ACGN DGM. Politique nationale, gouvernement, la Guinée, Gamana, Nous venons de suivre cette immersion qui nous a conduit au cœur du haut commandement de la gendarmerie nationale, la direction de la justice militaire qui se modernise et qui s'ouvre aux citoyens. Monsieur le ministre, l'une des nouveautés de ce programme spécial, nous avons donné la possibilité aux citoyens et aux internautes de vous poser leurs questions. Je vous invite donc de suivre ces citoyens que nous avions rencontrés dans les 5 communes de la capitale qui ont bien voulu vous poser quelques questions. Pourquoi les généraux de premier régime n'ont pas la même pension, c'est-à-dire n'ont pas la pension égale à celle des généraux d'aujourd'hui? La pension est calculée sur la base du dernier salaire perçu. Alors, c'est le salaire du général du premier régime, de l'ancien régime, n'est pas être égal au salaire du général admis à la retraite aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des augmentations de salaire, tant au niveau national, mais également, particulièrement au niveau des forces armées. Souvenez-vous de ce que des augmentations qui ont été faites pendant que le président Lansana Conté était là, le général Lansana Conté. Souvenez-vous également de l'arrivée des militaires, du capitaine Dadis, Moussa Dadis Camara, président de la junte, et également du président intérimaire Sekouba Konaté. Les militaires ont bénéficié de plusieurs augmentations allant jusqu'à 100%. Et si on totalise, je pourrais même dire allant jusqu'à 300%.
Souvenez-vous des événements de 1996. Alors, celui qui est admis à la retraite en 2000 ou même en 98 ne peut pas avoir la même pension que celui qui est admis à la retraite en 2011. Ces retraités de l'armée guinéenne, c'est-à-dire ne perçoivent pas la même pension. Mais ils ne peuvent pas percevoir la même pension. C'est sur la base du calcul. Il y a le point d'indice et puis la valeur du point d'indice. Je voudrais poser une question au ministre de la Défense. Qu'est-ce qu'il envisage pour la reconstruction des casernes militaires? Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont construits, mais jusqu'à présent, ces maisons sont abandonnées comme ça. Bien, en ce qui concerne la reconstruction des casernes, nous avons cette année, nous nous sommes déployés à travers le pays. J'ai fait avec le commandement à peu près 6000 et quelques kilomètres à travers tout le pays. Nous sommes allés dans les postes les plus avancés. Mais l'objectif premier était de m'assurer de l'achèvement ou non des infrastructures réalisées au niveau des compagnies et des bataillons. Il y en a 15 qui ont été réalisées sur tout le territoire national. Et vous avez vu les images à la télévision. Nous avons passé près de 2 mois sur cette question-là. Et ils sont sur le point d'être achevés. L'année 2016 va bientôt commencer. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que ces bâtiments-là soient équipés. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de construire. Il y a ce qu'on appelle le parcours du combattant, qu'il faut également réaliser et dans les normes et standards requis par les forces armées. Et donc nous sommes en train d'achever tout cela. Les équipements seront là. Toutes les commodités devraient être mises en place. La lumière. Nous avons fait une demande auprès du chef suprême des armées pour qu'il puisse nous faire équiper de panneaux solaires. Et également, il faudra du mobilier pour que tous ces bâtiments-là soient fonctionnels. Mais d'ores et déjà, nous avons ordonné à certains bataillons de rejoindre les locaux avec les moyens de bord qui sont à leur disposition. Nous veillons au gré. L'entretien est permanent. Et tous les commandants de compagnie et les commandants de bataillon sont instruits pour tenir dans un état de propriété exemplaire ces différentes infrastructures. Parce que nous n'avons plus le temps de recommencer, de jouer à l'éternel recommencement. C'est fini ça. Déjà, quels sont ces bataillons qui ont déjà rejoint, c'est-à-dire ces infrastructures qui ont été construites par l'État? Si vous allez à Forcaria, vous verrez que nous avons ordonné au commandant Al-Seni de rejoindre son bataillon. Et ils ont déjà débuté le déménagement. Et également, si vous allez aux choses à Mali, vous verrez que le bataillon du Mali va intégrer. Et il y en a plusieurs autres comme ça à travers le pays qui ont commencé à travailler, tout comme au niveau de la gendarmerie. Les compagnies de gendarmerie qui sont déjà prêtes, nous avons demandé au recommandant de la gendarmerie d'ordonner à ces hommes de rejoindre ces bâtiments en attendant de leur pourvoir l'équipement complet. J'aimerais tout simplement poser une question. Parce que j'ai vu dans les autres pays, ils ont eu à mettre une école pour la formation de l'armée. Et donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous empêche, ou bien est-ce que vous pouvez mettre aussi des écoles bien performées pour que notre armée soit vraiment au même niveau que les autres. La formation est au cœur du sujet. Et nous envisageons, s'il plaît à Dieu, de mettre en place une école à vocation régionale. Ce n'est pas facile, c'est une réflexion sérieuse qu'il faudra mener, et parce que ça exige des moyens financiers et des moyens en ressources humaines. Pour l'instant, nous avons le centre d'instruction de Mania,
n'est-ce pas, les MIA, et ça se passe très bien. Et nous envoyons en formation nos éléments à l'extérieur. Et le jeune a raison, et de 58 à 2015, il est bien temps, mais nous avons beaucoup fait, et le président de la République tient à la mise en place de cette école à vocation régionale. La loi de programmation militaire a prévu dans un certain nombre de volets et dans le cadre des opérations de maintien de la paix, la mise en place des centres de formation pour les opérations de maintien de la paix. Et nous entendons créer 2 centres de formation pour les opérations de maintien de la paix, centres qui vont accueillir régulièrement 1000 hommes formés, équipés, prêts à être déployés sur tout continent, à la demande des Nations Unies. Et ces 2 centres pourraient être des centres à vocation régionale, où d'autres pays enverront leurs militaires pour être formés. Donc si je comprends bien, l'État envisage de mettre en place des écoles militaires, à l'image par exemple de celle du Sénégal, le Gamba. Bien entendu. Monsieur le ministre, nous poursuivons toujours cette émission. Cette fois-ci, nous partons avec les internautes. Il y a Fodé Mohamed Monyoumagian Sissé qui vous pose cette question. Monsieur le ministre, quelles sont les dispositions que vous aviez prises pour sécuriser le long de nos frontières nationales en cas d'attaque des mouvements terroristes de la sous-région? Il y a des directives sous-régionales, régionales, africaines, et puis il y a des directives des Nations Unies qui sont déjà connues. Et à l'interne, nous avons également, après concertation avec l'état-major général des armées, le haut commandement de la gendarmerie, et même avec la police, mis en place un système de sécurité et qui peut être déployé à tout moment et que je ne vais pas dévoiler ici. Et soyez persuadés, je vous dirai tout simplement que quelques éléments venant du Mali, c'était 2 ou 3 militaires européens qui étaient au Mali dans un cadre normal, se sont promenés un peu le long de nos frontières et ils ont dépassé la frontière sans s'en rendre compte. Nos hommes étaient là. Comme ils étaient armés, bien armés, donc nos hommes étaient là pour veiller au grain. Ils ont été pris, n'est-ce pas? Ils ont porté tout de suite l'information au niveau le plus élevé et nous avons réglé la chose de façon la plus diplomatique. Mais nos éléments ont réagi pour montrer que on ne dort pas et que nous veillons. Ça c'est un exemple et nous avons eu droit d'ailleurs aux remerciements et aux excuses du pays concerné, dont l'ambassadeur n'a pas tardé à nous joindre pour nous dire vraiment merci. Et nous étions en contact avec la République sœur du Mali, avec mon homologue, le ministre de la Défense du Mali, avec lequel j'ai géré cette affaire dans d'excellentes conditions et tout se passe bien. Nous veillons au grain. Monsieur le ministre, il y a toujours Fodé Mohamed Monyoumagian Sissé qui vous pose cette autre question. Quel sera le rôle de l'armée guinéenne dans le processus de développement, de démocratisation et du maintien de la paix en Afrique et dans le monde en général? L'une des missions des forces armées, c'est de participer au développement socio-économique du pays. Et cela, c'est une mission que nous intégrons parfaitement. Vous avez le génie militaire qui travaille les routes, les bâtiments, nos casernes et autres. En grande partie ont été réalisés par le génie militaire. Le président de la République, dès son investiture, nous a instruit de mettre en place une direction chargée des unités agro-industrielles. Et cette unité, qui était commandée par le général Bourama Kondé, actuellement ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, fonctionne. Et c'est des hectares et des hectares
qui ont été aménagés pour cultiver le riz. Et nous avons enregistré des récoltes vraiment de qualité. Et l'action se poursuivra dans le temps, s'il plaît à Dieu. Nous avons le génie rural, les pistes et autres qui ont été réalisées par le génie. Vous avez vu que dans le cadre de la sécurisation maritime, sur instruction de Monsieur le Président de la République, le génie a réalisé le sémaphore de Tabara. Et le sémaphore de Koundindé est déjà, tout va être fonctionnel. Tout cela construit fait par le génie. Donc c'est une des missions essentielles des forces armées guinéennes. La participation au développement socio-économique du pays. Monsieur le ministre, il y a Abdoulaye Hadiba qui vous pose cette autre question. Il voudrait savoir pourquoi votre ministère n'organise pas des manœuvres militaires conjointes avec d'autres puissances militaires afin de tester la capacité opérationnelle de nos forces armées guinéennes. Oui, il a raison. Nous n'avons pas encore organisé de manœuvres militaires. Parce que les manœuvres avec les pays voisins, mais les manœuvres militaires, on ne l'improvise pas. Elles sont préparées. Elles exigent beaucoup de moyens. Et l'une des priorités aujourd'hui, pour l'avenir, et dans les meilleurs délais, parce que là, on ne doit plus retarder, c'est la réflexion sur, n'est-ce pas, le démarrage de telles manœuvres militaires, d'abord à l'interne, avant d'associer les autres pays. On a parlé de la sécurisation des frontières, avec les pays voisins, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, le Mali, et nous aurions pu organiser des manœuvres militaires. Mais la situation sociopolitique des différents pays ne nous ont pas permis de le faire. Mais avec les directives de la CEDEAO, nous pourrons mener ensemble, n'est-ce pas, des patrouilles le long de nos frontières. Et ce que nous avons réalisé en minima, c'est les manœuvres avec la France, par exemple, lorsque les bâtiments, une flotte française arrivée ici en Guinée, la marine guinéenne et la marine française s'associent pour effectuer quelques manœuvres sur nos eaux. Il y a Thierno Yousso qui vous pose cette autre question, monsieur le ministre. Il aimerait savoir où en êtes-vous pour le nouveau bataillon autonome de Mamou. Oui, le nouveau bataillon, Thierno Yousso, il doit être de Mamou, je suis sûr et certain, parce que le camp de Mamou n'est pas en bon état, c'est vrai, et j'en ai fait le constat depuis longtemps. Et j'ai demandé à la direction générale de l'intendance, après consultation du chef d'état-major général de l'armée, que le camp de Mamou devra être rénové. Et surtout le camp dont la construction est amorcée doit être achevé. Et l'ancien camp pourrait être déguerpi, et pour que l'armée guinéenne puisse y faire des logements sociaux. Et c'est ça aussi l'un de mes objectifs prioritaires, et construire des logements sociaux, n'est-ce pas, pour les militaires, afin qu'à leur retraite, chacun puisse accéder à un logement, à un abri. Cette fois-ci, nous partons en Angola, où un Guinéen qui réside là-bas du nom de Ansoumane Sekwa Fofana vous pose cette question. Il aimerait savoir quelle sera la stratégie qui sera mise en place pour le déploiement de nos forces de défense et de sécurité à l'intérieur du pays pour lutter contre les coupeurs de route et les vols à main armée. La lutte contre les coupeurs de route et les grands bandits, le grand banditisme en général, n'est pas l'affaire seulement que des forces armées. C'est l'affaire d'abord de la gendarmerie et de la police avant que les forces armées n'interviennent. Mais nous avons à plusieurs reprises organisé des séances de travail pour mettre en place une stratégie de lutte contre ce grand banditisme. Croyez-moi que ça va marcher parce que le président de la République est déterminé à réunir les moyens pour juguler ce fléau. Et ça sera fait s'il plaît à Dieu. Et nous allons travailler avec le syndicat des transporteurs, qui a un grand rôle à jouer, tant au départ qu'à l'arrivée et au cours
à mi-chemin. Et donc, c'est un travail qui concerne tous les Guinéens. Monsieur le ministre, pour finir, l'armée guinéenne a 57 ans aujourd'hui. Quel est le message que vous aviez à adresser à nos forces de défense et de sécurité? Je suis fier de nos forces de défense et de sécurité en général. Ils ont accepté cette réforme avec beaucoup d'enthousiasme, ayant compris que la tâche est difficile et que sans cette réforme, nos forces de défense et de sécurité n'iront nulle part, ne seront pas au même niveau que les autres forces de défense et de sécurité des pays voisins. Et je suis très fier de ces forces de défense et de sécurité parce que aujourd'hui nous avons réalisé des avancées significatives sous le magistère de Monsieur le Président de la République qui coiffe toutes les forces de défense et de sécurité. Le résultat est palpable, il est là, il est visible. Ce n'est pas de la simple, des simples déclarations que je suis en train de faire. Mais je le dis, c'est vérifiable par vous-même. Et aujourd'hui, nous avançons, nous avons mis en place la loi sur le maintien de l'ordre public. C'est une loi qui a été bien réfléchie. Nous en sommes l'initiateur. Nous l'avons proposé à nos collègues du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité. Et nous sommes arrivés à un bon résultat. Aujourd'hui, cette loi est adoptée et les textes réglementaires sont en train d'être pris pour baliser le terrain. Certains avaient crié au scandale que les libertés individuelles et publiques vont être menacées. Mais je pense qu'ils avaient tort. Ils avaient tort parce que, au contraire, la loi sur le maintien de l'ordre public est égale pour tous. Protège la population, protège les libertés, les manifestations, mais aussi sécurise notre pays. Je suis fier de ces forces de défense et de sécurité parce qu'ils avancent, comme je l'ai dit au début de cette émission, n'est-ce pas, allègrement, ils s'installent dans la voie d'une armée républicaine, consciente de son devoir, de son rôle vis-à-vis de sa nation, de son peuple, qu'il a l'obligation de protéger, de son territoire, dont l'intégrité doit être sauvegardée à tout prix, de sa souveraineté nationale. Cette armée qui vraiment a été un modèle dans les années 60, à l'occasion de la lutte pour la libération des pays africains, l'émancipation des peuples africains, cette armée a joué un grand rôle. Cette armée, j'en suis fier parce qu'elle a retrouvé sa place sur l'échiquier international. Aujourd'hui, il y a un bataillon, après 160 hommes intégrés dans la compagnie sénégalaise, aujourd'hui c'est 850 hommes qui constituent un bataillon et plus, autonome dans le cadre du système des Nations Unies et qui fait notre fierté au Mali. Je prie Dieu qu'il soit protégé et qu'il en soit ainsi sur tous les chantiers où la paix est menacée à travers l'Afrique et le monde entier. Merci à vous, monsieur le ministre. Je vous remercie. L'armée guinéenne avance allègrement, mais s'inscrit dans une voie républicaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce programme spécial. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur le www.gouvernementgov.gn ou bien sur la page Facebook du gouvernement. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de cette émission.